Merci Nomez. Donc, ouais, comme vous le savez maintenant, je m'appelle Olivier, je suis le directeur de Parole d'Exclus. Je suis là depuis un petit peu moins d'un an et je suis très content. Moi, c'est ma première assemblée citoyenne. Je suis vraiment content qu'on ait cette occasion. Merci d'être là, en tout cas. Bienvenue à tous. Donc, la mission de Parole d'Exclus, c'est de susciter la parole et la mobilisation citoyenne pour développer l'action collective des personnes en situation d'exclusion et de pauvreté, afin d'engendrer des transformations significatives menant à un monde inclusif et juste. Ça, c'est notre mission. Alors, comme l'a dit Nomez, avec la pandémie, Parole d'Exclus n'a pas eu d'assemblée citoyenne depuis un bon moment. Merci Julie. Donc, je suis très content que vous soyez venus là toutes et tous pour discuter ensemble aujourd'hui du sentiment d'insécurité qui fait malheureusement partie de notre quotidien depuis un peu trop longtemps dans le quartier. Notre collègue Ricardo vous présentera les résultats intéressants de l'étude qu'il a menée sur ce sujet depuis quelques mois. Bien sûr, nous ne sommes pas, Parole d'Exclus n'est pas le seul organisme qui travaille sur cet enjeu complexe. Dans le plan de développement social adopté par la table de quartier de Montréal-Nord en décembre dernier, il y a un ensemble d'actions qui ont été clairement identifiées pour améliorer la situation. Vous avez peut-être contribué à titre de citoyens et citoyennes à ces actions-là, avec d'autres organismes, l'arrondissement, le SPVM et plusieurs tables de concertation. Mais comme en parle si bien l'auteur et animateur Boukhar Diouf, vous connaissez tous Boukhar Diouf ? Avec sa sagesse légendaire, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour une prise de parole qui rassemble. Et puis notre rôle à Parole d'Exclus sera de vous accompagner, suite à la présentation de Ricardo, par la parole et la mobilisation, pour créer des liens, pour réfléchir ensemble, pour agir collectivement, afin d'amener, on l'espère, plus de paix et de tranquillité dans notre communauté. Merci, et je laisse la parole à mon collègue Grégoire. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien ? Ouais. Moi, je vais faire ça court, c'est juste pour me présenter. Je m'appelle Grégoire Autain, je travaille à la recherche à Parole d'Exclus, je coordonne la recherche. Donc, vous le savez peut-être toutes et tous, mais peut-être pas. L'équipe de recherche, notre rôle, c'est d'accompagner et d'essayer de rendre collectifs les enjeux vécus par tout le monde, puis ensuite de trouver des manières de passer à l'action. Je répète un peu ce que quelqu'un dit, mais on est vraiment content de vous avoir ce soir. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a pas fait d'assemblée citoyenne. Puis c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir autant de monde dans la salle. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, Ricardo va présenter, mon collègue Ricardo qui va parler après moi, il va présenter les résultats préliminaires d'une petite étude qu'on a fait sur le sentiment de sécurité à Montréal-Nord. C'est ça, l'objectif c'est de trouver, c'est pas de répéter ce que font les autres organismes dans le quartier, il y a beaucoup d'organismes qui font un travail qui est très important et très intéressant. Là, l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, ensemble, pour réussir à se sentir mieux dans le quartier. Donc c'est pour ça que vous êtes là et qu'on est tous là. Donc merci encore, puis je vais laisser la parole à Ricardo. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je suis vraiment très heureux de vous voir en si grand nombre. Ça fait vraiment longtemps, comme mes collègues viennent de le dire, qu'on ne s'est pas rencontrés en cette assemblée citoyenne, en cette parole impérieuse, que je dirais citoyenne dans le quartier. Moi, je suis Ricardo Gustave, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. J'ai mené une petite étude, comme Grégoire, mon collègue, vient de le dire. C'est une petite étude sur la sécurité urbaine, mais plus particulièrement sur le sentiment de sécurité des citoyens et citoyennes du nord-est de Montréal-Nord. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas intéressant, c'est ce que je viens de dire. C'est assez plate. Sinon, ce qu'on va voir aujourd'hui, en tout cas pour ma partie à moi, tout d'abord, c'est des initiatives existantes pour combattre l'insécurité. Donc, c'est pour dire que nous, ici, à Parole d'Exclus, on n'est pas les seuls à travailler sur cet enjeu. Il y a bien des initiatives qui existent bien déjà
qu'on va voir un peu, qu'on va voir en survol, mais sauf que nous, on travaille de manière un peu différente, puis on va pouvoir, à la fin de cette assemblée, explorer des pistes de solutions, mais qui rentrent dans le cadre de notre mission aussi. Et ensuite, je vous présenterai les objectifs de l'étude. Après, ça va être les étapes de la recherche, donc tout le parcours qu'on a fait durant cette petite étude. Après, ça va être la méthodologie. En outre, les données et analyses, c'est là qu'on va vous présenter vraiment le cœur de ce qu'on a observé, de ce qu'on a entendu durant nos collectes de données. Et enfin, on va parler de la sécurité urbaine, un enjeu complexe et ce qu'on peut faire ici dans le cadre des actions que mène Parole d'Exclus, avec vous bien entendu. Comme je l'ai dit tantôt, il y a bien des initiatives qui existent sur les territoires. La question de sécurité, c'est un enjeu qui préoccupe vraiment la population de Montréal-Nord. Je ne vais pas vous faire un dessin, on vit dans le quartier, puis on sait ce qui se passe. Il y a des organismes, bien évidemment, qui s'occupent de cet enjeu. On le voit avec le Café Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord, que vous connaissez toutes et tous, qui, entre autres, fait des actions de prévention, de l'intervention, par le travail de rue, avec les jeunes, bien évidemment. Aussi, Woodstock, qui est assez nouveau, bien sûr, sur le terrain, en fait, sur cet enjeu plus particulièrement, qui mène des actions pour réduire des facteurs de risque liés à la criminalité et à l'insécurité, mais aussi c'est toujours, on le voit, c'est des 12 et 25 ans, cette tranche d'âge qui les intéresse particulièrement, mais aussi il ne faut pas oublier non plus le SPVM, qui est une institution, bien évidemment, qui s'occupe de la sécurité urbaine, mais aussi du sentiment de sécurité de la population à Montréal-Nord. C'est des actions un peu particulières. Il y a bien évidemment des personnes responsables pour faire des liaisons communautaires, et bien évidemment, que vous avez peut-être vu quelquefois dans des porte-à-porte lorsqu'il y a des fusillades ou encore des coups de feu. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'aller à la rencontre des citoyens, parce que nous, comment on travaille pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est qu'on travaille avec des citoyens et citoyennes, et ces citoyens et citoyennes nous font part des enjeux qui les préoccupent. Donc, ces enjeux remontent à l'équipe de mobilisation, donc des camarades, des collègues comme Nomez, comme Hichem, comme Marie-Soleil. Et puis par la suite, on discute en équipe, on rencontre les gens, puis ça vient à l'équipe de recherche. Puis nous, on essaie de travailler sur ce que la population présente comme enjeu. Donc nous, on part de la parole citoyenne tout d'abord. Donc les objectifs de cette étude, c'est vraiment une petite étude aussi, il faut bien le dire, parce que c'est sur le nord-est de Montréal-Nord. Il s'agit tout d'abord de comprendre le sentiment d'insécurité vécu par les citoyens et les citoyennes du nord-est de Montréal-Nord. Ensuite, de saisir les différentes dimensions du sentiment d'insécurité vécu par les citoyens et citoyennes. Et enfin, comme on va le voir à la fin, pas tout à fait à la fin, mais comme on va le voir, c'est le cœur de cette rencontre aujourd'hui, c'est de co-construire des solutions pour essayer de répondre à cet enjeu. Pour mener cette étude, bien évidemment, on a fait quand même un grand parcours sur plusieurs mois. C'est un peu plate ce que je vous présente ici, vous me pardonnerez, j'espère.
Ici, en janvier, revue de littérature. Donc, on fait une petite recherche sur la thématique, qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui a été dit jusqu'ici sur la question. Après, on fait une construction de questionnaire. On écrit les questions qui nous semblent les plus pertinentes à poser pour comprendre ce que ressentent les citoyens et citoyennes. Après, c'est spécifique à nous, l'arrimage de la recherche-action. C'est qu'on ne fait pas de la recherche pour la recherche, mais ce qu'on fait, on veut que ça soit imbriqué, ça soit intimement lié à ce qui se fait sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Ce n'est pas un but, la recherche, mais c'est plutôt un moyen. Après, il y a certains d'entre vous et certaines d'entre vous qui ont pu participer à des focus group. Je vois des visages, mais je ne vous nommerai pas, ne vous inquiétez pas. Des focus group. Et ensuite, analyse et rédaction. Enfin, entre guillemets, parce qu'on ne s'arrête pas là, bien entendu, mais il y a l'Assemblée citoyenne aujourd'hui, entrevue individuelle qu'on prévoit faire et de la rédaction aussi. Ce que vous voyez là, c'est très compartimenté, c'est un peu schématique, mais dans la pratique, tout est un peu lié, des fois un peu de rédaction, des fois un peu de focus group, donc ce n'est pas vraiment séparé comme on le présente là. Alors, vous allez me demander, mais comment vous avez fait? Et la méthodologie qu'on a employée, merci Grégoire, c'est les citoyens et citoyennes qui fréquentent notre local à la Pierre. C'est un enjeu qui touche bien évidemment tout le Montréal, et Montréal-Nord en particulier, mais les ressources qu'on a, puis le fait qu'on travaille avec déjà des citoyens et citoyennes qui sont préoccupés par cet enjeu, mais ces citoyens et citoyennes nous disent que, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe. On aimerait que vous, parole d'exclus, vous penchez sur cet enjeu. Et c'est ce qui nous a amené à consulter nos citoyens et citoyennes du nord-est de Montréal-Nord. Entre mai et juin cette année, on a réalisé 3 focus group. On a rencontré 20 citoyens, discuté, parlé, jasé un peu de ce qui ne va pas au niveau sécuritaire dans l'arrondissement. Puis après, il faut dire aussi que les focus group qu'on a réalisés, ben, c'est avec les citoyens et citoyennes pendant leur rencontre, fait que pour faire en sorte qu'il y a plus de monde qui participe à ces focus group-là. Alors, la partie la plus intéressante. Donc, lors des témoignages des focus group, ce qui a été vraiment nommé, c'est que on voit très bien que le sentiment d'insécurité, c'est pas seulement une question de fusillade, par exemple, une question de coup de feu. C'est vraiment dû à plusieurs facteurs, notamment des actes de violence, certainement, dans le quartier. Puis aussi, ça peut aussi dépendre aussi du degré d'exposition aussi des actes de violence. Donc, par exemple, si vous habitez à La Pierre, ben, c'est sûr, quand vous entendez des coups de feu, ben, votre degré d'exposition va aussi influencer la manière dont vous vous sentez en sécurité ou non. Et de la vulnérabilité des personnes, si vous êtes âgé, jeune, ou encore si vous êtes femme, ben, ça va vraiment influencer votre manière de percevoir si vous êtes en sécurité ou non aussi. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Puis aussi, ce qu'on a remarqué, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est du regard de l'autre, donc comment les autres nous voient aussi. Et enfin, des attitudes d'anticipation de la part des gens qui n'ont pas forcément été victimes d'agression. Mais c'est vrai qu'on peut se sentir en insécurité, mais des fois, c'est pas parce qu'on était exposé à des actes de violence ou des fusillades, mais ça peut venir aussi de notre entourage qui disent que il y a quelque chose qui va pas, j'ai entendu des coups de feu ou j'ai vu la voisine à côté se faire violenter. Puis là, tout de suite aussi, ça nous communique aussi une certaine peur qui est
bien évidemment légitime, mais ça contribue aussi au sentiment d'insécurité. On a rencontré les jeunes, on a rencontré aussi des mères durant notre focus group, puis on a rencontré des pères, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ce que les jeunes disent, c'est que nous, dans notre quartier, on se sent agressé par le regard des autres. Ce qu'on a mentionné un peu au début, c'est que des fois, les jeunes disent que c'est comme si on n'est pas à notre place. La manière dont les gens nous regardent, mais c'est comme si ils vous disent, entre guillemets, de dégager d'ici. Un peu. Donc, ça fait en sorte que les jeunes ne se sentent pas vraiment chez eux ou ne se sentent pas vraiment en sécurité, entre guillemets. Puis des fois aussi, les jeunes disent aussi, on nous fait sentir qu'on n'est pas à notre place là. Puis aussi, ils disent aussi qu'on est souvent interpellé par la police. Bon, même si on vous arrête pas, mais le fait de se faire interpeller assez souvent par la police, mais on ne se sent pas vraiment en sécurité. On se demande, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qu'on me reproche? Est-ce que je suis dans mon quartier vraiment? Et pourquoi c'est moi qu'on vise? C'est des questions que les jeunes posent assez souvent. Et puis aussi, la fusillade, comme vous le savez tous et toutes. Donc la fusillade dans le quartier, mais ça touche tout le monde, et particulièrement aussi les jeunes. Et puis aussi, on a vu dans l'actualité, puis on a vu aussi les gens qui habitent aussi assez proches de la pierre, qu'il y a des jeunes qui ont été touchés par balle. C'est clair que c'est quelque chose qui influence la perception, le sentiment de sécurité ou non qu'on a dans notre quartier. Mais aussi, on a rencontré les mères aussi. Pour ces mères, c'est que même si elles ne vivent pas une fusillade, elles ne sont pas impliquées nécessairement, elles n'ont pas été témoins d'une fusillade, entre autres, mais c'est qu'elles disent que mais nous, on a peur pour nos enfants. Parce que ces mères ont des enfants, même si ce n'est pas eux qui sont en difficulté, je veux dire. Mais c'est qu'eux, ils ont des enfants. Ces enfants-là, ils sortent, ils vont jouer au parc, ils sortent en fait. Mais on se demande qu'est-ce qui se passe si mon enfant sort puis il ne revient pas. Si on m'appelle puis on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive à mon enfant. Donc c'est un facteur qui fait en sorte qu'il y a des mères qui se sentent vraiment en insécurité, pas pour eux nécessairement, mais par rapport à leurs proches. Mais aussi des actions assez qu'on peut... Aussi le fait qu'il y a des ventes de drogue aussi, des fois. Mais comme vous le savez, on a l'espace derrière notre local. Ben, quand il y a des ventes de drogue qui se passent dans cet espace-là, mais les maires disent, mais qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que ces gens sont impliqués dans des trucs où on peut faire des règlements de compte et puis nous, ça nous met en insécurité? Donc, c'est quelque chose, même si c'est pas... Comment dire ça? Même si c'est des choses qui se passent un peu à l'extérieur de leur maison, mais les gens, le fait qu'ils partagent l'espace, mais ils se sentent en insécurité parce que c'est des choses qui pourraient arriver peut-être à leurs enfants. Ensuite, ils disent des fois, les mères disent des fois, elles disent des fois que les jeunes jouent leur musique un peu trop fort. Des fois, j'aimerais dormir. Des fois, j'aimerais me reposer parce que mon enfant va à l'école. Demain, très tôt, je dois me préparer. Mais je dois veiller avec les jeunes puisqu'ils jouent leur musique très fort et très tard. Donc, les jeunes ne partagent pas l'espace, ils ne respectent pas des normes, entre guillemets, de civilité. Puis enfin, des actes qui font en sorte que certaines mères se sentent en insécurité, c'est qu'il y a des jeunes qui jouent au dé, qui font du bruit. On peut dire, mais qu'est-ce que ça a rapport avec le sentiment de sécurité? Mais c'est juste que dans des logements comme on voit ici,
ben, quelqu'un qui n'habite pas dans une maison familiale, qui doit traverser, qui doit monter des escaliers pour rentrer chez lui, ben, le fait qu'il y a des jeunes qui jouent au dé, mais on se demande, mais est-ce qu'ils ne vont pas se battre, peut-être? Est-ce qu'ils vont s'en prendre à moi? Et qu'est-ce qui pourrait m'arriver dans cette situation-là? Donc, on voit très bien des actes assez, entre guillemets, des actes qui veulent rien dire, entre guillemets. Pour les jeunes, c'est complètement normal. Mais on voit très bien que pour certaines catégories de la population, pour certains citoyens, mais ça peut leur faire sentir, elles peuvent ressentir un sentiment d'insécurité. Donc, dans notre étude, c'est ce bien évidemment, il n'y a pas que ces déclarations, il y a toutes sortes d'histoires qu'on entend, mais ces grandes, je dirais, caractéristiques qui ressortent de nos focus group qu'on a pu réaliser avec des mères et des jeunes. Comme on l'a vu, donc le sentiment d'insécurité des mères n'est pas seulement la conséquence directe des fusillades dans le quartier. Il y a un croquis, désolé. En fait, comme je l'ai dit, c'est pas seulement les fusillades qu'on entend dans le quartier, le sentiment d'insécurité, mais c'est lié aussi à bien d'autres choses, comme on vient de l'évoquer, en fait. Il est aussi surtout influencé par des infractions et des comportements d'incivilité qui n'est pas toujours évident de dénoncer au SPVM. On pourrait reprocher à ces mères, mais pourquoi vous dénoncez pas? Mais pourquoi vous appelez pas la police? Mais sauf que quelqu'un qui joue au dé dans l'escalier, c'est pas évident d'appeler la police. Puis quelqu'un peut-être qui crie un peu trop fort, c'est pas évident d'appeler la police tout simplement parce que la personne peut arrêter. Puis le temps que la police vient, mais il n'y a rien qui se passe. Fait qu'on voit très bien que c'est une sorte de zone grise. C'est vrai qu'on n'a pas défoncé votre porte, mais des comportements aussi dérangeants peuvent mettre ces citoyennes-là dans un sentiment d'insécurité. Mais d'autre part, les jeunes, pour eux, donc le sentiment d'insécurité vécu par les jeunes, c'est vraiment par rapport aussi à des regards qui sont, à leurs yeux, teintés de préjugés. C'est comme, ouais, ces jeunes qui dérangent tout, et ces jeunes qui soit vendent de la drogue, entre autres. Donc, ces jeunes-là, ils disent, c'est comme la façon dont on me regarde, c'est comme si le regard est agressant, finalement. C'est comme si je n'ai pas le droit d'être dans mon espace, alors que j'ai parfaitement le droit d'occuper mon espace, de faire ce que, entre guillemets, je veux. La vente de la drogue ou, par exemple, quelqu'un qui fume de la drogue, qui consomme de la drogue, des fois, ça peut être légal, c'est légalisé ici, mais pour des parents qui ont des enfants, ben, ça pose un peu de problème, même si c'est légal, entre guillemets. Puis aussi, comme on l'a dit, par le contrôle et l'interpellation policière, il y a des études qui ont déjà montré comment ça peut être très discriminatoire envers les jeunes, surtout les jeunes noirs. Donc, tout ça pour dire que l'enjeu de sécurité, surtout à Montréal-Nord, c'est un enjeu très complexe. Donc, la question de la sécurité urbaine, c'est un enjeu qui couvre, comme on vient de le voir, plusieurs aspects. Elle n'est pas seulement liée au coup de feu, comme on l'entend souvent dans les médias, mais ce qu'on a pu observer, c'est que c'est lié aussi par beaucoup d'actes d'incivilité. Puis des fois, c'est difficile de dénoncer tout ça, de dénoncer et de dénoncer ces actes à la police.
Puis des fois, même la police, le SPVM dit, mais OK, vous avez qu'à m'appeler. Puis quand on les appelle, ils disent, mais j'ai pas d'image, j'ai pas des affaires de ce genre pour vérifier ce que vous avez dit. Puis aussi, elle est liée aussi à des comportements, comme je dis, qui dérangent. Ça peut être des comportements qui dérangent, ça peut être réel ou perçu vis-à-vis des autres. Puis les incivilités aussi prennent une place importante dans le sentiment d'insécurité des citoyennes, comme on vient de le dire. Certainement, nous pouvons agir sur cet enjeu-là. Nous, à Parole d'Exclus, on accompagne la parole citoyenne. On accompagne des initiatives portées par les citoyens et citoyennes. On aide à développer la capacité d'agir des citoyens et citoyennes. Donc, c'est à vous, aujourd'hui, de prendre la parole, de proposer des pistes de solutions, mais aussi des pistes de solutions qui rentrent dans notre sphère d'action, en fait. Parce qu'on ne peut pas tout résoudre, bien évidemment. On n'est pas la police, on ne donne pas des services comme d'autres organismes le font, bien évidemment. Mais j'espère qu'on va, à travers cette assemblée citoyenne, à travers cette démocratie citoyenne, de proposer des pistes de solutions pour, ensemble, résoudre, en fait, aider un peu à pallier à ce sentiment d'insécurité. Je passe la parole à mon cher collègue Nomez, que vous connaissez toutes et tous. Parfait. Alors, merci Ricardo, et je pense qu'à ce moment-là, on devrait applaudir. Bien, nous arrivons à l'étape où il faut nous donner vos impressions. Qu'est-ce que ça vous dit? Et quel slide, quelle parole, quelle phrase a retenu votre attention? Si vous avez des commentaires, on les prend. Si vous avez des questions, on les prend. Et pour continuer, j'aimerais aussi qu'on trouve un rôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être gardien du temps? Est-ce qu'il y a un temps de parole? Jusqu'à 19h. Et puis, qui peut aussi désigner? Parce que moi, j'aime pas trop trancher. C'est-à-dire, si on a plus d'une personne qui lève la main, de faire une petite liste. Alors, on a Julie. Qui d'autre? OK, on commence avec Julie. OK, moi, ça fait 22 ans, je reste dans le Nord-Est. Quand je suis arrivée, il y avait des piqueries sur la pierre, fait que j'étais au premier, puis là, j'ai dit, « Oh non, c'est pas vrai. » Puis à un moment donné, j'ai vu la police arriver, quasiment 6 chars, puis là, ils ont tout nettoyé. J'ai fait, « Youpi! » Là, je suis membre de la table de quartier depuis 2 ans et j'ai chialé contre la police, pas à peu près, parce qu'à un moment donné, il y a 2 ans, on a eu des coups de feu, pas à peu près à tous les semaines. J'ai un problème de santé mentale, j'allais à Camé. Puis là, tout le monde disait, on appelle le 911, ils nous disent, on est au courant. C'est pas ça qu'ils devraient dire, c'est appelle la police, ça presse. Fait que là, quand je me suis réveillée, puis en plus, j'ai une pilule pour dormir, puis ils m'ont réveillée, j'étais en pipi, pipi, pipi. Je veux pas sacrer, là. Et puis là, j'ai dit, là, je reste à Montréal-Nord, ma mairesse, c'est Christine Black, puis j'ai des gangs de rue à côté de ma porte. Fais quelque chose, ça presse. Là, la madame, elle a dit, c'est OK, madame, OK. Fait que là, j'ai fait, en 10 minutes, il y a un policier qui m'a appelé, j'ai dit, je t'aime pas! J'ai dit, vous venez jamais dans le Nord-Est, qu'est-ce que vous faites, puis tatati patata. Le lendemain, parce que je vais avec je connais les élus, tout ça, de tout ça, fait que là, le lendemain, je m'en vais sur Arthur Chevrier pour aller prendre une pizza. Le gros camion de la police était là. Là, j'ai dit, on est-tu en guerre? Qu'est-ce qui est arrivé? Là, j'avais mon sel, là, j'appelle Christine Black, ça presse en tabarouette. Elle dit, ils sont en train de faire du porte-à-porte. J'ai dit, quoi? Du porte-à-porte? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Vous avez jamais fait ça? Du porte-à-porte. Allô? Puis là, j'ai rencontré récemment Mme Chantal Rossi, parce qu'à un moment donné, j'aime pas ça, parce que les sociocoms sont à l'école, puis l'équipe quartier, il fait la vaccination. Fait que là, j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, là, si les policiers sont pas dans la rue? Là, maintenant, il y en a 4 policiers qui sont dans le Nord-Est, je les ai vus, puis il y a l'équipe quartier maintenant qui est là. Fait qu'enfin, là, au moins, on n'a pas eu de coup de feu maintenant, aujourd'hui, depuis l'été. Tant mieux.
Merci, Julie. Quelle autre réaction? Bonjour, moi je suis Laurie, je suis la chargée de projet à l'Escale, le Centre des jeunes de Montréal-Nord dans le parc Saint-Laurent. Moi aussi, je suis frustrée contre la police. Avec les jeunes, on a fait un forum de discussion sur les violences armées en mars. On a eu encore des discussions en avril. On a eu un forum ici même sur la confrontation à la bienveillance. Le mercredi d'une semaine au mois de juin, mes jeunes ont reçu des certificats d'excellence et le vendredi, ils se faisaient poursuivre par la police armée. Alors, encore une fois, on attend une réponse du SPVM, du PQ, du poste 39, parce que c'est plus à nous à poser des solutions, c'est à eux d'arriver avec des solutions. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été présentées par Ricardo? Pour vous, ça ne correspond pas à ce que vous connaissez, la réalité que vous connaissez du quartier. Est-ce qu'il y a eu des réactions en ce sens? Non? Est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui aimeraient juste appuyer quelque chose qui a été dit? Et vous avez peut-être quelque chose qui n'était pas clair? Non, on va passer à une autre personne. Garde ta question, on te revient. Allez-y, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Oui. C'est-à-dire, par rapport à la présentation, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair que vous aimeriez que Ricardo clarifie ou quelqu'un d'autre de l'équipe? On est tous là pour s'apporter la réponse à la mesure du possible, bien sûr. Ben, j'habite pas dans le quartier, mais je peux imaginer. Mais quand dans la présentation. C'est ça, ça disait on, à un moment donné, les jeunes se sentent regardés, se sentent agressés. Mais c'est qui on? C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce que tu m'as fait, Stéphane? Merci. En fait, ils disent effectivement « on », mais souvent, ils font référence à des gens plus âgés, plus établis. C'est ça, c'est pas des jeunes comme eux, mais c'est des gens beaucoup plus âgés, puis qui le regardent de manière, entre guillemets, pour eux, bizarre. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même de la perception, bien entendu. Donc, on se dit, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Est-ce que c'est parce que j'aimais mon jogging ou parce que je n'habille pas comme il faut? Parce que donc c'est vraiment plus ça. Suivant. Ah, une main levée ici. Lynn, c'est quoi ta question? Bonjour. Moi, ma question, c'est, je fais le ménage à la pierre. Et souvent, je remarque que vraiment, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de cigarettes. Moi, ça me dérange parce que je fais de l'asthme, de changer mon masque. C'était tranquille un bout, mais là, ça recommence, la musique forte et tout. Je passe et j'en fais pas de cas. Mais moi, je me dis, si quelqu'un appelle la police, ça va revirer mal, comme on voyait à la télévision. Ils vont tous déchirer les commerces et tout. Ils vont dire ça, c'est raciste et tout. Je dis que c'est quelque chose qui est délicat. Comment trouver la solution? Ils disent qu'ils ont mis de l'argent pour des sports, pour les jeunes, pour essayer de les occuper, pour empêcher des gangs de rue et tout. Mais c'est pas juste la solution, les sports. Moi, je dis, il faudrait faire plus de conférences avec des jeunes pour voir qu'est-ce qui cause le problème. Oui, effectivement, on va sûrement arriver à la partie de prise de solution, bien entendu. Mais si ça met, vous me dévancez. Bien. Je comprends bien. Mais ce que vous dites, c'est complètement légitime. C'est vrai, ce que j'ai pu observer des fois, c'est très délicat de dénoncer. Comment dénoncer? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est à vous de reprendre le pouvoir aujourd'hui, de reprendre la parole citoyenne, le pouvoir d'agir. Puis, comme vous commencez à le faire, donc, on va arriver à la partie de proposition de piste de solution. Bien. En tout cas, bonne note est prise. Alors, vous remarquez qu'il y a vraiment une tension entre le besoin de demander de l'aide, mais de n'être pas être d'une bavure policière. Si on résume à peu près. C'est très bien. Richard, tu as le micro, ta question. Merci.
vous êtes au courant voyons, je veux qu'il y a dit qu'il va donner près de 10 millions là d'argent pour l'organisme Montpellier pour cette problématique là de rue là. OK. Alors, vous soulevez qu'il y a déjà eu des bourreaux qui ont été faits, mais c'est à quelle organisation? Est-ce que c'est au SPVM ou à un organisme? Des organismes. OK. C'est une remarque. Avant, il y avait une main levée de ce côté. Richard. Je reviens ensuite à cette table-là. Très bonne remarque. Bonjour, je m'appelle Alberto. J'ai grandi toute ma vie à Montréal-Nord. J'ai notamment fait beaucoup de communautaires ici et c'est ça, je partage un peu le sentiment qui est partagé ici. Là. On se retrouve souvent dans des zones grises, dans ce que j'appelle la police ou pas. Est-ce que c'est grave ou pas? On voit, on entendait juste à Repentigny, une mère qui appelle la police pour son enfant qui avait un problème de santé mentale puis qui faisait une crise et que la police l'a abattu. Et moi aussi, je me suis déjà retrouvé dans la situation où je devais appeler la police pour ma propre famille. Alors, on voit à quel point ça peut être des énormes zones grises de juste faire affaire avec la police. Alors, je pense qu'on a tous un peu le bon réflexe de dire la police, c'est pas la solution à tout. Et je pense qu'on a un problème beaucoup plus grand que simplement un problème de sécurité. Je pense qu'on parle de problèmes de précarité, de fragilité économique dans notre communauté, dans nos familles. Et il n'y a pas d'autre moyen de pallier à ce genre de problème qu'en investissant des sommes d'argent pour les jeunes, pour nos communautés, en créant des aménagements, en allongeant les journées, les heures d'ouverture des parcs, pour que ces jeunes puissent avoir un endroit, puis pour que ces gens puissent avoir un endroit où est-ce qu'ils puissent se divertir sans se faire interpeller. Merci. Merci. Rappelez-moi le nom. Alberto. Alors, Alberto vient tout juste de anticiper les pistes de solutions. Alors, gardez ça en tête parce qu'on va vraiment les noter pour la suite. Alors, je vais de ce côté. OK, mon nom, c'est Manon. Je reste à Montréal-Nord, ça fait un bon bout de temps. J'ai fait beaucoup de bénévolat ici. J'ai resté aussi sur la rue Lapierre, un petit peu plus bas. Là aussi, il s'en passait des choses. Mais il n'y aurait pas une résolution pour essayer de les rencontrer, ces gens-là. Il n'y a pas de travailleurs de rue qui va les rencontrer. Tu sais, ce serait quand même important de savoir là, pourquoi qu'ils continuent à jauder ou vendre de la drogue ou faire une approche avec eux pour que ça soit moins violent. Je pense que avec une solution, peut-être parler avec eux, peut-être qu'on prendrait les situations de tout le monde, parce que ça fait épeurer beaucoup de monde. Fait que moi, je suis en âge vieillissante, fait que oui, comme tout le monde. Fait que il y en a des plus vieux que moi ici, mais tu sais, c'est pas tellement sécuritaire non plus pour eux. Fait que moi, je vois que je ne sais pas si vous avez fait la solution dans votre démarche d'essayer de rencontrer ces gens-là. Des fois, tu ne les vois pas tout le temps, là, ça c'est sûr. Mais ceux que vous pouvez voir pour discuter avec eux, c'est vrai, ça aurait une solution pour changer les choses. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire même aujourd'hui. Oui. Non, on n'a pas rencontré les jeunes pour proposer des pistes de solutions, mais on va le faire aujourd'hui parce qu'on croit que le pouvoir citoyen peut être mis en mouvement ici aujourd'hui dans cette salle. Et c'est comme ça qu'on a toujours travaillé. Puis je compte sur votre participation pour proposer des pistes de solutions dans les sphères d'intervention de Parole d'Exclus. Bien. Merci Manon.
Le micro est à vous. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Jocelyne. Moi, je viens à Montréal-Nord, sur la rue Lapierre. Mon fils a fait 3 ans. J'ai laissé à l'âge de 23 ans. Parce que quand mon fils finit toutes ses études, ce n'était pas ici. Parce que je travaille sur la rue Montréal. J'étais obligé de demander au directeur de l'école Saint-Pierre-Claver de prendre mon fils pour moi parce que ce n'est pas mon quartier. Il était accepté. Mais mon fils a fait toutes ces primaires-là après. Il est allé à l'école secondaire Marie-Victorin. Après, il fait son cégep ici. Quand il était au cégep, il commence à conduire. J'étais obligé de laisser le quartier. Mais personne ne me connaissait pas. Donc, les personnes qui me connaissent, c'est le propriétaire, le concierge qui me connaissent. Tout le monde me voit. Je vois tout le monde. J'ai passé 3 appartements sur ligne sur la rue Lapierre. 11 971, 11 975, 11 985. Mais j'ai laissé. Moi, je me demande, aujourd'hui, Lapierre est un bon quartier. Avant, c'est mitraillette devant, mitraillette derrière. Oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, moi, je me demande comment une personne va faire pour déclarer ce que tu vois. En cachette, à clair, c'est quoi ton rêve demain? Mais s'il y a quelqu'un qui peut arranger Lapierre aujourd'hui, arrange. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui va arranger Lapierre. Moi, quand je voulais laisser Lapierre, j'ai marché jusqu'à 11h du soir sur la rue à Tichevrier. Qu'est-ce que je cherche pour protéger mon fils qui va au cégep? Pourquoi vous avez laissé Lapierre? J'ai laissé Lapierre parce que mitraillette devant, mitraillette derrière. Aujourd'hui, Lapierre est bon. Moi, je peux dire c'est bon, c'est un bon quartier aujourd'hui. Si on me donne un appartement sur Lapierre aujourd'hui, je vais le prendre. Parce que moi, je ne mêle pas à personne. Aujourd'hui, je suis là sur la rue à Tichevrier, j'ai 16 ans. Je ne mêle pas à personne, je ne colle pas. Bonjour, si tu veux me dire bonjour, je réponds bonjour. Mais moi, je te vois, tu me vois. Mais moi, ce que je demande, ce que je vois aujourd'hui, il y a tiré à chaque soir. Regarde des soirs. C'est des feux d'artifice ou quoi? Pour de vrai ou bien un jeu? Qui va arranger ça? Mais moi, ça fait longtemps, moi. Je suis sur la rue Lapierre, je suis à Montréal-Nord. Je ne vois pas qu'est-ce qui va arranger ça. Si un jour ça s'arrange, peut-être je ne serai pas là. Non, je ne serai pas là. Parce qu'autrefois, là, c'était des merveilles. Si vous allez travailler les 4 heures de l'après-midi, si vous avez quelqu'un sur le quartier, la police te dit tu ne descends pas. Tu rentres chez quelqu'un d'autre. Mon beau-frère est allé travailler, une chance j'étais arrivé avant lui. Quand je vais à l'école le soir, des fois je ne peux pas rentrer. Tu sais, les jeunes qui commencent à conduire, rentrent à 10 heures, je donne 10 heures, tu prends 11 heures. Oh, mamie, je ne peux pas rentrer. Moi, je suis dans mon lit. Qu'est-ce que vous faites dehors? Oui, c'est tout barré, la police. Je dis, va dormir chez ton père à Rivière des Prairies. Oh, comment je peux faire pour aller? Il était capon, lui. Je dis, si t'es capon, là, tu rentres chez vous à l'heure que j'ai donnée. Pas capon, hein? Oh oui. À ce moment-là, moi, j'étais obligé de déménager à cause de lui. Mais la chance que le bon Dieu m'a donnée, j'ai élevé un garçon tout seul. Aujourd'hui, j'ai un garçon à l'âge de 38 ans. J'ai un garçon, le bon Dieu m'a donné ce choix-là. Mais aujourd'hui, moi, je me demande s'il y a quelqu'un qui peut arranger Lapierre, tant mieux. Mais ce que je peux vous dire... Okay. Merci. Ce que je peux vous dire, et quand vous dites vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui peut être fait, on est sûr, ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, ça ne va pas changer. Ça, on est sûr. On est clair. Ouais. Donc, si on veut changer les choses, il faut agir. Et nous, ici, aujourd'hui, c'est à nous de proposer des pistes de solutions pour qu'on puisse mettre en mouvement ces propositions-là. Bien sûr, on ne va pas les prendre, on ne va pas changer les choses aujourd'hui. Il y aura certainement des discussions aussi avec des groupes de citoyens sur les pistes de solutions à prioriser.
Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'agit pas, ben, ça va rester comme ça. Est-ce que c'est les enfants Qui vont changer? aujourd'hui, là, est-ce que c'est les enfants qui est en train de tirer? Est-ce que c'est les enfants qui jouent au dé? Est-ce que c'est les enfants qui jouent à la carte? Est-ce que c'est les enfants qui vont à la drogue? C'est pas les enfants de 10-12 ans, c'est les adultes. Mais sauf que je vais pas répondre effectivement à cette question-là. Mais nous, on peut... Oui, oui, tout à fait. Oui, mais nous, on doit agir sur ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui. Non. Parce qu'on croit que c'est un problème assez complexe. Il y a le SPVM qui travaille de son côté. Il y a d'autres organismes qui travaillent d'une autre manière de leur côté. Mais nous, aujourd'hui, on va ensemble, collectivement, proposer des pistes de solutions. Et après, on va passer à l'action. Oui. Rappelez-moi le nom, madame. Mon nom, c'est Jocelyne. Jocelyne. Je comprends votre ras-le-bol, madame Jocelyne. Et moi, ce que j'ai noté dans ton intervention, c'est que toi, tu as de l'expérience, tu sais, et qu'il y a eu quand même des changements. Sauf que, bien sûr, on ne sait pas ce qui a été mis en œuvre pour qu'il y ait ces changements-là. Alors, espérer qu'il y ait encore d'autres changements, c'est encore possible. Mais maintenant, à la question de qui, et je pense que c'est collectivement qu'on doit l'adresser. On ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait un acteur qui s'occupe de la sécurité urbaine, parce que comme on l'a vu, il y a plein de facteurs qui ne sont pas vraiment liés à la sécurité urbaine, mais qui sont en lien direct avec le sentiment d'insécurité. Alors, il faut vraiment y penser vraiment le problème de façon globale. Et je passe la parole à... Puis le qui, ça ne va pas être non plus seulement parole d'exclu. Parole d'exclu peut travailler dans son côté à faire une part sur cet enjeu. Parce que c'est un enjeu, comme on vient de le dire, assez complexe. Donc, on peut, avec vous, bien entendu, faire une part, une petite part pour essayer de changer les choses. Oui, bonjour. Merci bonjour, madame. Pour l'initiative. Donc, Carmel Antoine Bessard, je ne sais pas qui prend les noms. Il n'y a personne qui prend les noms, c'est correct. On note les noms. Carmen. Carmel. Ouais. Donc, j'entends madame Jocelyne, je vous entends. C'est de la vieille garde des années 90, plus Jubinville. Je ne dis pas que c'est parfait. Il y a beaucoup de travail à faire et c'est pour ça que vous êtes là et les autres organismes sont là. Mais il ne faut pas nier d'où on vient aussi. OK? Et le deuxième point que j'aimerais apporter, c'est qu'on parle beaucoup de police, mais on oublie la médiation municipale. Où est-elle dans vos interventions? Je laisse la question en suspens. Ce ne sont pas nécessairement des avocats, mais c'est des gens qui essayent de faire en sorte que différents partis puissent parler ensemble, comme madame a dit. Qui parle à qui? Qui sert d'intermédiaire pour ramener les gens ensemble, ou à tout le moins essayer. Donc, je lance la question. Ben merci, j'attrape la question aussi. Il faut dire tout d'abord que nous, on ne donne pas de services, on ne fait pas de médiation en tant que tel. Il y a d'autres organismes qui travaillent, qui font un travail vraiment absolument colossal sur cet enjeu. Il y a notamment Café Jeunesse et Woodstock aussi qui commencent aussi à travailler sur cet enjeu. Mais nous, on fait pas on donne pas des services en tant que tel. Fait que ce qu'on essaie de faire, puis c'est un enjeu qui a été adressé par les citoyens et les citoyennes avec lesquels on travaille, puis on prend à bras-le-corps cet enjeu-là, puis on essaie de trouver des pistes de solutions ensemble. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on a déjà travaillé, puis on a déjà des solutions. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on va faire, je l'espère du moins, collectivement pour trouver des pistes de solutions. Bien. Alors, ce monsieur Justisi vient tout juste d'inscrire sur sa feuille de notes médiation municipale. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va y revenir. Mais je laisse la parole maintenant à ce monsieur. Mais maintenant, il y a une course contre la montre. Il nous reste 6 minutes pour passer à l'autre étape. 3 minutes même. Désolé. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Pismark. Je suis citoyen de Montréal-Nord. Et je voudrais qu'on se dise des vérités. Parce que c'est très important. On ne se dit pas les vraies vérités.
Et cette absence de manque de vérité fait qu'on part toujours la même chose. Question des armes à feu, ça prend un contrôle absolu des armes à feu. Moi, j'allais même aller trop loin. Pas d'armes à feu aux civils. Les armes aux militaires. Les armes aux militaires. Ça, c'est la première. Oui, ça, c'est la première des choses. Pour ce qui est des jeunes qui jouent au dé, ça fait longtemps aussi qu'on a abordé ce problème. Parce qu'il y a les mamans à côté, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants qui jouent encore à côté et qui voient les jeunes, d'autres, les adultes qui jouent au dé. Et après, ils se battent. C'est pas un bon exemple pour les tout petits. Alors, nous avions même proposé d'encadrer ces jeunes. Au lieu de les punir, il faut encadrer. Nous disions, pourquoi ne pas chercher un grand local pour ces jeunes? Bien. Vous voyez? C'est un deuxième point? Oui. La question qui était là, pourquoi les jeunes répètent toujours la même violence? Donc là, on tombe toujours dans les vérités ou des questions qui n'ont jamais été répondues par les citoyens, la ville, les gouvernements et les politiques. Moi, j'aurais aimé on crée peut-être, est-ce qu'on ne peut pas créer une commission qui est chargée de ça, mais qui doit parler directement avec les autorités? C'est eux qui agissent. Parce qu'ici, on donne des questions, des pistes de solutions, mais ça tourne. Moi, je suis très content et je félicite la police et les deux gouvernements. Il y a une évolution positive, mais je lance l'alerte. C'est très dangereux à ce moment-ci. Il y a une augmentation de racisme, de discrimination et d'injustice partout. Et les armes à feu, il y a une influence qui vient des États-Unis, il y a une influence qui vient de l'Europe qui attrape le Canada. Et si vous n'agissez pas, ne revenez pas encore pleurnicher ici. Merci. Alors, on a noté encore quelques pistes de solutions. Alors, c'est la dernière intervention, malheureusement, on est obligé de couper court. Et ce qui est intéressant, si vous avez remarqué, toutes les interventions ont aussi, pas seulement des questionnements, mais aussi des pistes de solutions. Alors, même si vous aviez une intervention que vous n'avez pas pu l'adresser au micro, notez-la parce que ce sera de la matière pour les ateliers. OK? Sur ce. Bonjour, mon nom c'est Chantal. Bonjour Chantal. Je vis à Montréal-Nord. Je sais que vous disiez que la drogue, c'est pas à partir des enfants, mais moi, j'étais au secondaire. Je sais que c'est à partir de l'adolescence que les gens commencent à fumer la drogue. Il y en a qui tombent dans le mauvais chemin. Et c'est tout le monde qui passe par ça. Je peux pas juger. Mais c'est difficile, des fois, d'essayer d'intoxiquer les personnes qui sont dans la drogue. Il y en a beaucoup qui ne se laissent pas aider. Il y en a beaucoup qui ne souffrent pas pour dire qu'ils fument de la drogue parce qu'ils ont peur de se faire juger. Je sais qu'il y a beaucoup de services de désintoxication. Je sais qu'il y a beaucoup de parents, ils se demandent pourquoi leurs adolescents ils tombent sur ça et c'est difficile de comprendre pourquoi ils sont tombés sur la drogue. Mais j'espère que vous pouvez aider ces gens-là qui tombent dans l'adolescence pour la drogue parce que moi, je suis maman. Et moi, oui, je m'inquiète si mon enfant tomberait là-dedans. Je lui poserais des questions pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es fait guider dans de mauvais chemins. C'est pas parce que tu dis que tu as mal éduqué ton enfant, c'est pas à cause de ça. Des fois, comme parents, on se sent coupable parce qu'on pense qu'on a mal éduqué nos enfants. Mais c'est faux. C'est part de la vie. Moi, j'ai vu des gens qui quand j'étais au secondaire, ils ont pris la drogue. Il y en a qui se sont fait attraper par la police parce qu'ils vendaient à l'école.
et c'est pas légal. C'est juste ça que j'ai à dire. Merci. Merci Chantal. Et effectivement, on n'a pas abordé cet angle-là, effectivement, parce que dans les interventions, c'était pas noté, mais effectivement, il y a tout un business et tout un désarroi. Il y a un marché lié à la consommation qui est attaché à cette réalité, effectivement. Et puis, il y a aussi des pistes de solutions à explorer au niveau des personnes qui consomment. Et je peux le dire, si on voit les ressources qui sont déjà allouées à ça, c'est des ressources qui ne sont pas des ressources permanentes. On peut parler de rap jeunesse, on peut parler de médecine du monde, mais comme on voit dans d'autres quartiers comme Hochelaga, ce n'est pas le cas avec des ressources permanentes pour les personnes qui consomment. Ouais, merci Chantal. Ce que notre citoyenne a dit aussi, c'est que des fois aussi, on a peur aussi que nos enfants tombent dans la consommation de la drogue. C'est ça aussi ce qu'on a aussi montré tout à l'heure, c'est que des fois, on a peur que nos enfants tombent dans cette activité-là. Donc, c'est pour ça, des fois aussi, les parents, les mères se sentent aussi en insécurité. Puis, ce que vous dites, c'est très légitime, quoi. Je passe la parole à mon collègue. Parfait. Alors, si je regarde bien l'ordre du jour qu'on a là, on est rendu à la pause. Alors, pour la pause, vous pouvez encore vous rafraîchir. Il y a encore du jus, tout ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va passer à l'étape où on va se mettre en atelier pour gribouiller un peu, réfléchir sur les pistes de solutions. À peu près l'exercice que vous avez déjà fait, parce que vous avez déjà commencé à noter certaines pistes de solutions. On va juste cette fois-ci avoir un animateur par groupe qui va comme mener le groupe pour débattre sur le sujet. Est-ce que Grégoire, est-ce que tu aimerais ajouter d'autres choses sur comment on s'arrange pour faire cette étape? Parfait. Alors, Stéphane, tu nous mets une petite musique de fond, une petite musique d'ascenseur. On a une dizaine de minutes de pause. Passez aux toilettes, passez prendre quelque chose à boire. Une pause clope, comme vous voulez. Et ensuite, on embarque dans les ateliers. Merci.